Merci. On a quelques minutes pour la discussion. Une question? Oui, non, je voulais revenir sur la conclusion de Maître Cohen et que j'approuve tout à fait sur les risques de la responsabilité uniquement de l'équipe et que la responsabilité individuelle disparaisse. Et je voudrais interroger les magistrats et les avocats pour avoir leurs sentiments, parce que en médecine, on voit bien que la tendance va, un, vers l'équipe, et deux, les membres de l'équipe sont de plus en plus hyper spécialisés. Et c'est pour ça que l'équipe est nécessaire. Or, sur le plan juridique, on a l'impression qu'on va vers la notion d'équipe avec des gens qui sont interchangeables. Et là, il y a quand même un gros problème. Le deuxième gros problème étant celui que dont Philippe Cuc a parlé, qui est le problème de la démographie, parce qu'une des sources principales de malfaçon qu'il va y avoir en chirurgie dans les années qui viennent sont la conséquence directe des problèmes démographiques, aussi bien des anesthésistes que des chirurgiens, des deux. Mais je voudrais avoir votre avis sur le problème de cette notion d'équipe qu'on a l'impression qu'on veut pousser, alors que maintenant, un chirurgien, et d'ailleurs au niveau de la chirurgie, on est en train de supprimer la notion de chirurgie générale qui ne correspond. Il y a la formation qui doit être générale, mais la chirurgie n'est plus générale. Et on arrive avec une discordance dans l'évolution sur le plan purement médical, et je suis absolument d'accord avec Maître Cohen quand il dit que le problème doit être médical, et l'évolution sur le plan juridique, magistrat ou avocat. Je voudrais avoir votre avis là-dessus. Je voudrais, pour rejoindre ton propos, dire une chose. D'abord, aujourd'hui, la déontologie est très claire sur qui fait quoi. Il suffit juste qu'on trace les choses. Et aujourd'hui, si on a des difficultés, finalement, c'est jamais tracé. Donc quand on reprend une procédure, on ne sait pas qui fait quoi parce que c'est pas dit. La déontologie dit qu'on doit faire appel à un tiers compétent quand sont des signes dépassés. Donc ça, c'est la première chose. C'est qu'on doit tracer, et si j'avais une information à vous donner, tracer tout ce que vous faites. Si vous déléguez un anesthésiste ou si l'anesthésiste délègue au chirurgien, il faut que les uns et les autres tracent. Ensuite, il y a la deuxième chose, c'est la checklist. C'est-à-dire qu'on en a parlé juste un peu là, mais je vous assure, en particulier en orthopédie, si la checklist était faite, un certain nombre d'erreurs de côté, de prescription d'antibioprophylaxie, qui est la première cause aujourd'hui de condamnation des orthopédistes, et la deuxième cause, c'est les problèmes d'embolie pulmonaire et de phlébite. Si c'était tracé sur qui fait quoi, il y aurait moins d'accidents. Donc aujourd'hui, en dehors de, comme tu le dis, de problèmes de démographie, de problèmes d'équipe, il y a surtout le fait qu'au sein des équipes, on n'a aucune traçabilité de qui a fait quoi, qui a informé, qui a demandé une info, qui a demandé de l'aide à un anesthésiste, etc. Pour compléter, oui, je peux compléter. Je croyais que la parole était donnée à la salle, donc j'avais compris que je ne pouvais plus m'exprimer. Mais non, mais je crois qu'il y a une évolution. Enfin, moi, je le vois du côté des chirurgiens, et ça, c'est un vrai problème. Il y a une évolution. Prenons l'orthopédie. Maintenant, l'orthopédie, il y a l'orthopédie du membre supérieur, l'orthopédie du membre inférieur. Il y a, et on le voit dans beaucoup de spécialités, cette hyper spécialisation dans les techniques, et qui fait que parfois la tendance, c'est d'oublier qu'on est aussi médecin et qu'on n'est pas simplement le technicien. Donc moi, je comprends le problème parce que je suis avocat des médecins libéraux, d'une manière très large, en dehors des anesthésistes, de la CSMF, etc. Je comprends l'évolution. Je dis qu'actuellement, il n'y a pas de réponse qui a été apportée. Je sais bien, sur le post-opératoire, on se dit, est-ce qu'il ne faut pas des médecins généralistes? Ça existe dans d'autres pays, parfois, encore faut-il qu'ils soient formés, etc. Le problème actuellement, et c'est un peu mon appel, c'est de dire, attendez, c'est pas parce que on dit qu'il y a encore des problèmes à résoudre, qu'il y a des éléments, etc., qu'on ne doit pas s'atteler quand même à une tâche qui est urgente pour tout le monde, qui est de s'asseoir à un moment donné et de déterminer qui fait quoi. Voilà. Je conçois bien ce que vous dites, mais il y a aujourd'hui, je veux dire, on ne va pas attendre de savoir comment vont évoluer toutes les techniques pour savoir et déterminer, donner des guidelines à tout le monde sur qui sont les protections de tout le monde, qui sont les protections du patient. Ça pose le problème avec les établissements de santé, sur les protocoles avec le personnel infirmier, sur le problème des surveillances, de la responsabilité. Nous, on le voit bien, on a du mal. Je le dis devant Madame Diby, c'est toujours très compliqué. Je le dis devant les experts. Dès qu'on parle de la responsabilité dans la chaîne de soins d'un infirmier qui n'a pas fait son boulot, on dit « Ah là là !»
Le personnel infirmier, il fait ce qu'il peut. Non, c'est un élément essentiel. Sa responsabilité est essentielle. Et pourtant, on a du mal à l'engager, parfois parce que tout simplement, on dit « Ah oui, mais ce que fait l'infirmier, finalement, c'est le médecin qui est responsable. » C'est pas si simple que ça. C'est pas si simple que ça dans la pratique. Donc, il y a besoin de cette organisation aujourd'hui, de cette fiabilité qui dépend des spécialités, qui ne sont pas les mêmes. Et puis, il y a besoin aussi, je le dis et je l'espère, et on va y arriver, en tout cas, on y travaille, à des formations médicales et pluridisciplinaires. C'est-à-dire qu'il y a des domaines sur lesquels les spécialités doivent se mettre ensemble. Les orthopédistes, les anesthésistes, sur les antibiothérapies, ils doivent se mettre ensemble. Ils doivent identifier des endroits où ils doivent se mettre ensemble. Voilà, je suis désolé, faut pas me laisser parler. Oui, une dernière question. Attends, Jacques, juste... Oui, attends. Oui. Non, on vous donne la parole. Attendez. Non. Je crois qu'il faut arrêter. On ne va pas se rejeter la faute, les urologues sur les orthopédistes ou vice-versa. La checklist chez les orthopédistes, elle est faite. Le travail sur les erreurs de site et les erreurs de côté, c'est quelque chose qui a été fait. D'ailleurs, on a publié un article dans Risque Qualité avec Gérard Bolini il n'y a pas très longtemps là-dessus, qui est le responsable de la chirurgie pédiatrique à Marseille. Les réunions communes avec les anesthésistes sur l'antibioprophylaxie, nous les avons faites et il y a un protocole de travail entre les chirurgiens orthopédistes, Orthorisque et l'ASFAR sur le problème de l'antibioprophylaxie. Donc les choses sont faites. Alors la checklist est essentielle, c'est évident. Nous avons été les premiers d'ailleurs à mettre en place la checklist dans les blocs opératoires bien avant qu'elle soit obligatoire, quelques mois avant, sur les recommandations de la Société française de chirurgie orthopédique. Il est évident que cette checklist n'est pas suffisamment bien appliquée et notamment le time-out fait à voix haute, etc. n'est pas toujours parfaitement appliqué. Il faut se battre pour que les choses se fassent correctement, régulièrement, mais arrêtons de nous rejeter la faute les uns sur les autres parce que le travail est fait. Oui. Moi, je voulais juste préciser, comme je vous l'ai précisé dans la présentation, on assure 70% des lits d'hospitalisation publics. Et dans l'hôpital public, on défend une équipe quand il y a un contentieux. Et ça se passe très bien. Et donc, quelquefois, on a un peu du mal à comprendre pourquoi ça se passerait de façon aussi difficile dans le privé, même si ça n'a rien à voir. Mais pourtant, nous avons un certain nombre d'établissements privés qui ont l'ensemble de leurs praticiens qui sont assurés aussi chez nous comme leur établissement privé, et ça se passe aussi très bien. Les chirurgiens britanniques demandent maintenant à la famille ou à l'entourage de participer au contrôle de la checklist. Ça vous paraît acceptable ou souhaitable? C'est comme ça que fait le Royal College. Non, mais la checklist, il y a eu des difficultés au démarrage, manifestement en France. Ça évolue quand même très nettement. Moi, je m'occupe de la réorganisation des blocs assistance publique à Paris. Il y a des progrès considérables qui ont été faits. Les choses évoluent nettement. Mais on n'a pas répondu à la question que j'avais posée, qui était l'avis non pas des avocats qui défendent les médecins, mais des magistrats vis-à-vis de ces problèmes d'hyperspécialisation. On les constate, elles sont comme... Ça ne changera pas. Par contre, il est évident qu'il faut des protocoles pour éviter les problèmes. Mais on a un peu l'impression peut-être qu'au niveau des magistrats, cette notion d'hyperspécialisation en médecine n'est pas bien connue. Peut-être en raison de la faute d'un certain nombre d'entre nous qui ont toujours dit la chirurgie, il n'y a que la chirurgie générale qui compte, il n'y a que ça. Bon, mais c'est fini maintenant. On a mis 10 ans à s'en apercevoir que ça avait complètement changé. Donc c'est ce point-là sur lequel je voulais sensibiliser la magistrature. Mais il n'y a aucune critique, hein, c'est simplement... Voilà. La magistrature est sensibilisée. Et elle le sera encore plus avec des plaidoiries de Maître Cohen, qui saura nous expliquer à chaque fois comment il faut considérer l'équipe et la spécialisation de chaque intervenant. Monsieur Jost. Oui, je voudrais revenir 5 secondes sur la checklist parce que j'ai été chargé de la mettre en place en 2010 dans un grand CHU que François connaît bien, et puis que mes fonctions d'expert visiteur me permettent d'investiguer dans tous les établissements que je visite l'efficacité et la pratique de la checklist. Je voudrais simplement préciser que, premièrement, ça fait des progrès, tout ça. Deuxièmement,
qu'il est exact que ce sont les orthopédistes qui s'y sont mis tout de suite, parce qu'il y a longtemps qu'ils avaient étudié le problème des erreurs de côté, bien évidemment, et des erreurs d'identité. Et alors, l'évolution actuelle donc, est plutôt favorable. Je voudrais préciser par rapport à ce qui se fait en Angleterre qu'en France, on est arrivé, la HAS a promu différents autres procédés d'information, en particulier pour les patients. Car, au fur et à mesure que la checklist prend et qu'elle est bien faite, le patient est terrifié par le nombre de fois qu'on lui demande dans la journée de quoi il va être opéré, si c'est le bon côté, quelle est son identité, et il se demande dans quel gourbi il est tombé finalement. Donc, la HAS a mis au point maintenant des fiches d'information qui doivent être mises ou qui peuvent être mises en consultation d'anesthésie, de chirurgie, qui explique en 3 mots ce que c'est qu'une checklist au patient, que c'est dans son intérêt évidemment, que c'est comparable à ce qu'on fait dans l'aviation. Personne ne conteste lorsque l'infirmière va vérifier la porte opposée. Hein. Voilà, quelques nouvelles de la checklist. Merci.